numéro 3. Nous vous rappelons, bonjour à tous, nous vous rappelons que le webinaire est enregistré. Si vous avez des collègues, des amis qui utilisent Zoom et qui sont intéressés pour avoir ce webinaire, n'hésitez pas à leur envoyer. Tout sera fourni à la suite de cette session. On rappelle, Zoo, c'est une suite d'applications, de 45 applications. Personnellement, j'ai connu Zoo il y a 8 ou 9 ans, il y avait moins de 20 applications. On voit la vraie dynamique que Zoo apporte dans son développement. Et donc, aujourd'hui, on va se focaliser sur une des applications qui est la CRM dans le cadre de ce blueprint. Mais vous verrez qu'en fait, le blueprint peut s'appliquer à d'autres applications de Zoo. Et ça sera intéressant de revenir dessus un petit peu plus tard. Donc, le sujet d'aujourd'hui, c'est le blueprint. Et pour le dire tout de go, c'est personnellement mon dada. C'est grâce au blueprint probablement que Mobix a doublé son chiffre d'affaires depuis 3 ans, tous les ans, parce que c'est un des éléments, c'est pas le seul, mais c'est vraiment un outil pour faire de votre environnement de ce que j'appelle moi une machine à vendre. Et cette machine à vendre, elle doit être organisée, optimisée et mise sous processus. Et donc, on définira ensemble qu'est-ce que c'est qu'un blueprint. C'est la difficulté dans ces webinaires, c'est que vous avez peut-être des niveaux de connaissances différents. Certains ne connaissent peut-être pas le mot blueprint, d'autres peut-être ont lancé des blueprints et cherchent à les améliorer. On définira ensemble comment on s'en sert, comment le construire, quelles sont les nouvelles fonctionnalités. On aime bien faire des webinaires sur les nouvelles fonctionnalités parce que notre rôle en tant qu'intégrateur, c'est d'apporter toujours de l'innovation à nos clients et d'aider nos clients et l'écosystème Zoo à comprendre ce que fait Zoo. Mais nous, on a une vraie cellule de veille, de compréhension de toutes les améliorations sur tous les outils. On profitera aujourd'hui d'en parler dans le contexte de la version 3.0. Et enfin, Morgane, qui est à mes côtés, qui est consultante chez Mobix, fera une démonstration de l'outil après en temps réel, sans filet, on prendra ce risque-là. Bonjour à tous. En 2 minutes, pour ceux qui ne nous connaissent pas, je vois qu'il y a dans les gens ici un certain nombre de nos clients, des personnes avec qui nous avons échangé dans le passé, puis d'autres personnes qui ne nous connaissent pas. Donc Mobix est un des leaders en France intégrateurs Zoo, mais pas que en France, puisque nous avons la chance de faire 40% de notre chiffre d'affaires à l'international. On a plus d'une centaine de clients actifs. Les clients actifs, c'est vraiment des clients qui ont commencé avec nous sur une première phase et font évoluer Zoo, soit au sein d'une application comme la CRM, mais soit en rajoutant des applications au fur et à mesure que celles-ci apparaissent, que celles-ci évoluent, que leurs propres besoins évoluent. Donc, et c'est la grande force de Zoo, et c'est aussi intéressant pour nous d'accompagner nos clients sur la longueur. Sachez que nous sommes organisme de formation Datadocké, donc si vous souhaitez qu'on vous accompagne sur le blueprint, on peut tout à fait le faire rentrer dans un programme de formation et vous n'aurez rien à débourser au niveau de votre entreprise puisqu'on pourra le prendre sur votre budget formation. Je ne vais pas me présenter très longuement. Moi, j'ai une expertise, au-delà d'une expertise, un vrai dada sur accompagner nos clients sur la performance commerciale. Parmi les 3 directeurs chez Mobix, moi, je m'occupe vraiment du marketing digital qui est intimement lié à la performance commerciale. Je suis aussi le CEO de la société. Je vous laisserai regarder mon profil LinkedIn. C'est beaucoup plus rapide et adapté que de rentrer dans trop de détails aujourd'hui. Comme je vous l'ai mentionné, je suis accompagné aujourd'hui d'un de nos 6 consultants. Morgane est consultante fonctionnelle, elle est spécialiste des processus commerciaux et marketing, et donc de toutes les applications qui sont liées à ces processus, en particulier Zoo CRM, dont on va parler aujourd'hui, mais Zoo Social aussi, PageSense, Zoo Campagne et d'autres, puisqu'il y a au moins 7 ou 8 applications autour des processus commerciaux et marketing. Voilà pour la présentation en moins de 2 minutes. J'aime bien avoir des présentations décalées. Et dans ce préambule sur le blueprint, j'ai pris un exemple complètement décalé que je voudrais partager avec vous parce que parfois les gens
ont du mal à comprendre ce que c'est que le blueprint. Mais avant de faire ça, peut-être que ça vaut le coup qu'on fasse un petit, pour comprendre un petit peu l'audience et sa connaissance et affiner autant qu'on peut durant cette présentation un petit standard. Et donc j'aimerais commencer un petit sondage, pardon, et j'aimerais commencer par un sondage pour savoir si vous utilisez les blueprints. Donc je vais envoyer ce sondage. Et je vois que les votes sont en train de monter. Et oui, les gens qui connaissent pas le blueprint, 3 à ma gauche, 4 à ma droite. Oui, je connais les blueprints, pas encore, 12 votes. Je ne compte pas utiliser les blueprints, ben, ça tombe bien, fallait pas le dire. Donc là, on a 0. C'est parfait. Donc, les premiers sondages, je connais pas les blueprints pour 12 votes. Oui, je connais les blueprints ou pas encore. 38 personnes ont répondu. Donc déjà, merci beaucoup parce qu'il y a eu un gros taux de réponse sur ce webinaire. J'espère que ça va vous plaire. Le temps de chacun étant précieux. Donc maintenant qu'on y voit un petit peu plus clair, on va avancer sur la slide suivante. Et comme je vous l'ai dit, j'aime bien les slides un petit peu décalés et je vais vous parler des blueprints en disant que ben, ça vous permet d'automatiser vos processus. Donc, à partir de là, vous me dites, OK, mais so what? Qu'est-ce que ça veut dire dans l'absolu? Et donc, ben, j'enchaîne tout de suite sur une autre slide et je vais vous parler d'IKEA. Alors, vous vous attendiez peut-être pas à ce que je vous parle d'IKEA, mais je vais vous parler d'IKEA parce que j'aime bien avoir des paraboles. Et en fait, pourquoi on va parler d'IKEA d'après vous? Posez-vous la question pendant quelques secondes. Bon, on va parler d'IKEA parce que il y a quelques années avant de parler des blueprints, à chaque fois que j'allais chez IKEA, je me disais, mais t'es vraiment comme quelqu'un qu'on emmène dans un processus presque, et ça serait péjoratif et surtout que ça ne donnerait pas une bonne image des blueprints, presque comme une petite souris qu'on vous amène et vous devez suivre un parcours. Ben, quelque part, le but d'un blueprint, c'est d'aider vos équipes à faire suivre des parcours. Ces parcours sont principalement des parcours commerciaux, quand on va utiliser les blueprints dans la CRM, mais ça peut être aussi des parcours sur des tickets, quand on va utiliser les blueprints dans Desk. Ça peut être des parcours sur des projets. On commence avec un kick-off, avec un lancement de projet, puis après on a une revue de projet au milieu, une fin de projet, des signatures de recettes pour vos projets. Donc ça, c'est un parcours. Et quand vous arrivez chez IKEA, en fait, vous suivez un blueprint. Vous allez garer la voiture et vous allez prendre un caddie. Alors, vous prenez pas de caddie, d'ailleurs, c'est une erreur. Vous passez par l'accueil et vous prenez le catalogue. Ça, c'est OK. Check. La première entrée dans le magasin, le blueprint dit le catalogue doit être pris. Alors, c'est pas un champ obligatoire, c'est un champ proposition du catalogue au client. Puis après, vous allez rentrer par les chambres à coucher. Puis après, vous allez passer par la cuisine, le salon. À un moment, on va vous présenter au bon moment un petit crayon, un petit papier pour noter les articles dont vous avez besoin. Pourquoi? Parce que c'est nécessaire dans votre passage de ce blueprint à la fin, puisque chez IKEA, vous le savez tous, je serais étonné, on aurait pu faire un sondage qui n'a pas été chez IKEA, je pense qu'on aurait eu 0 réponse. À la fin, vous allez récupérer vos produits grâce à ce papier, ce crayon que vous aurez récupéré au démarrage. Et si vous n'avez pas ce papier, ce crayon, ben vous allez passer dans les rayons, puis vous allez arriver à une étape, il va vous manquer ça. Mais en fait, c'est exactement ça qu'on veut faire avec un blueprint. On veut éviter qu'il manque des informations le moment venu. Donc, je poursuis avec IKEA et je donnerai une illustration après un peu plus pragmatique. Vous allez noter les papiers. Le papier, vous allez prendre, j'en ai besoin d'un lavabo pour ma salle de bain, d'un miroir, etc., etc. Et vous allez passer aux caisses. Puis après, dans le blueprint, on va vous faire de l'upsell aussi. Tiens, je vais passer au restaurant. Tiens, je vais passer à la boutique pour acheter des roll mops. Alors, qu'on aime les roll mops ou pas, c'est pas la question là. Mais en gros, vous allez suivre tout un parcours qui aura été organisé pour vous. Et ça fait presque peur parce que quelque part, on se dit, en fait, j'ai pas de contrôle de ma vie. Mais maintenant, si on change la perspective et que vous êtes dirigeant d'entreprise, que vous êtes responsable de développer votre business, ce que vous voulez, c'est vous assurer qu'à chacune des étapes, du passage des prospects jusqu'au client actif, voire le client perdu, vous allez passer toutes les étapes.
vous allez vous assurer de mettre, par exemple, pour les clients français, les SIRET. Donc, vous allez mettre dans votre blueprint, je dois rentrer le SIRET avant que ce prospect chaud devienne un client. Encore plus pour les numéros de TVA intracom, pour les gens qui travaillent en Europe, parce que vous le savez probablement, pour les gens qui travaillent en Europe, le numéro de TVA intracom est une mention obligatoire sur la facture. Et le risque pour le dirigeant, c'est qu'il y a un redressement fiscal sur la TVA intracom. Donc, vous voulez absolument ne pas rater cette obligation, parce que quand vous avez la directe ou les services fiscaux qui débarquent chez vous, vous voulez avoir mis ça dans votre processus pour éviter d'avoir un redressement qui va vous coûter cher. Donc, ce que vous voulez, c'est tout autour de votre parcours client, bien vous assurer qu'il y ait des informations qui soient de plus en plus enrichies et qui vont partir du lead entrant de votre site Internet jusqu'à la fin. Vous voudrez, par exemple, au démarrage, vérifier pourquoi pas un appel à une source externe que ce numéro de SIRET qui vous a été donné, si vous l'avez demandé dans le formulaire, soit un vrai numéro de SIRET. Ou faire un appel externe, et ça c'est une de nos spécialités dans LinkedIn, pour aller chercher le nombre de salariés ou d'employés qui appartiennent à ce compte, parce que vous allez pouvoir derrière faire une segmentation. Donc, l'analogie avec IKEA, c'est que à chacune des étapes, il a été prévu que vous meniez des actions, que des actions soient menées pour vous, pour pouvoir mener à bien votre processus. Exemple, si vous passez dans l'endroit où on va vous aider à concevoir votre cuisine en 3D, eh ben, vous aurez un processus qui dit prendre un rendez-vous pour pouvoir passer sur la conception en 3D. Donc voilà sur une première vulgarisation de ce à quoi sert un blueprint. Ça sert à automatiser un processus. Et le point de départ avant de faire un blueprint, c'est de prendre des papiers blancs et des crayons et de définir vraiment ce que vous voulez faire. De ne pas se jeter forcément sur l'outil. Alors avec du savoir-faire, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on aide nos clients à aller très rapidement sur l'outil. Mais en premier lieu, il n'y a pas de blueprint si votre parcours et si votre process intrinsèquement n'est pas clair dans votre tête et a fortiori sur papier. Parce que ça soit si vous travaillez avec Mobix ou en interne à l'issue de cette formation, si vous faites vous-même vos blueprints, vous devez avoir une bonne compréhension de vos blueprints. Après, vous prêterez attention à ce que ces blueprints ne soient pas trop contraignants au démarrage, pas trop d'informations, quitte à le robustifier au fur et à mesure qu'il y a de l'adaptation dans vos équipes. Est-ce que, pour tout le monde dans le chat, est-ce que cette idée du blueprint, c'est clair? Très bien. David a répondu. Merci, Cédric. Très clair. Je vais donner une deuxième illustration avant de rentrer dans vraiment le blueprint. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai récupéré sur Internet. Hein, c'est pas à nous. J'ai pris le soin d'enlever la marque de ce qui a été fait, mais un blueprint, ça va ressembler à ça. Ça va ressembler. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le blueprint est sous-tendu par ce qu'on appelle le business process management. Donc, le business process management, c'est un vrai langage. Les gens qui ont commencé les process il y a 20 ans, ça s'appelait des logigrammes. C'est un vrai langage. Et donc, tout ce qui est ici sur cette slide de cette société que je connais pas et de ce parcours peut être complètement traduit dans un blueprint. C'est-à-dire qu'on voit des étapes qui sont en haut, des étapes de ce que j'appellerais le champ pivot, dans une logique de Kanban, et on voit un certain nombre d'actions à faire en partant de la demande entrante jusqu'au contrat signé. Donc le but, c'est pas de s'attarder sur cette slide-là, c'est d'illustrer après l'explication un peu triviale, mais volontairement vulgarisée, du fait que vous avez forcément des processus qui sont plus ou moins clairs dans votre tête. Après les avoir mis en œuvre sur papier, le travail va consister à faire que l'outil réponde à ces processus-là. Et cerise sur le gâteau, on va s'apercevoir qu'aussi, grâce au blueprint, il y aura moins de formation à faire parce que c'est l'outil qui en main va guider vos commerciaux pour les gens qui ont des équipes commerciales. Bonjour aux derniers arrivants. Donc, l'agenda pour aujourd'hui que je vais copartager avec Morgane, ça sera comment on fait pour créer un blueprint et quelques éléments importants sur les transitions
les améliorations de la nouvelle version des blueprints, l'automatisation et enfin une vraie démonstration. Donc, il faut que je gagne un peu de temps parce qu'on est déjà à 21 minutes. Donc, la création d'un blueprint, en premier lieu, vous allez commencer par définir ce qu'on appelle un champ pivot. Ce champ pivot, c'est vraiment une logique où vous allez définir ce qui va faire évoluer l'enregistrement de votre blueprint. Exemple, sur un prospect, le champ pivot, ça va être le statut du prospect, qui est un statut natif dans vos CRM. Et vous allez commencer par, si vous avez bien fait le paramétrage, parce qu'il faut que vos champs pivots soient bien paramétrés, ça c'est le point de départ. C'est pas l'objet de ce webinaire. On a prévu un webinaire d'ailleurs qui parle de l'essentiel de la CRM. Le paramétrage des champs pivots, c'est essentiel dans la CRM. Vous allez avoir votre prospect donc qui va arriver. On va l'appeler lead entrant. On va le qualifier en termes de données. On va aller vérifier son site internet, vérifier que le numéro de téléphone n'est pas un faux numéro. Et après, on va le contacter, le qualifier ou le disqualifier ou le convertir. Et ce champ pivot-là va constituer le fond du fonctionnement de votre blueprint. Tout ça, c'est pour mieux comprendre, c'est autour de logique de Kanban. Donc Kanban, ça vient du management japonais. Mais un Kanban, vous savez tous ce que c'est, même si vous ne connaissez pas le nom. Un Kanban, c'est très simple. C'est comme si vous aviez un tableau blanc ici et que vous avez des étapes avec, par exemple, une action, elle est programmée, elle est en cours, elle est faite, elle est clôturée ou elle est escaladée. Et au-delà d'un blueprint expliqué pour les prospects, on peut avoir des blueprints, par exemple, pour le traitement du RGPD. Est-ce que la charte RGPD a été signée? Est-ce que quand le client devient inactif, est-ce qu'on a supprimé ces données, etc., etc. Les blueprints sont applicables à tout type de champ pivot, bien au-delà de ce que vous pouvez imaginer aujourd'hui. Et ça, je vous invite à comprendre un peu cette logique de champ pivot autour des logiques de Kanban. L'interface de création des blueprints est assez simple. Une fois que vous avez défini votre champ pivot, qui ici s'appelle qualification, préparer l'offre, suivre l'offre. Alors ça, c'est extrait de notre propre blueprint, mais notre langue de travail est en anglais officiellement chez Mobix. Je m'excuse, ça apparaît en anglais, mais il n'y a rien de très compliqué. Donc, vous allez déplacer chacune de ces étapes et vous allez les joindre par des transitions. Donc, les slides vous seront fournis, vous pourrez rentrer dans le détail, on n'a pas trop de temps de lire les slides ici, mais ces transitions, c'est la partie la plus importante parce que c'est ça qui va vous permettre de passer du catalogue au crayon que vous allez saisir au papier jusqu'à la caisse. C'est ça qui va vous permettre de vous assurer d'une certaine cohérence et homogénéité de la donnée. Donc, il y a des actions avant la transition, pendant la transition et après la transition. Avant la transition, ça peut être par exemple vérifier la qualité de la donnée. Pendant la transition, ça peut être par exemple définir une information complémentaire que vous avez en main. Si c'est dans le cas d'un client, un numéro de contrat, vous allez forcer le fait qu'on va rentrer un numéro de contrat ou un numéro de TVA Intracom si vous n'avez pas une connexion automatique sur une application tierce pour les récupérer. Et après la transition, ça peut être par exemple envoyer un email à la comptabilité pour s'assurer que la réconciliation sur cette facture initiale a bien été faite, envoyer une action de relance, envoyer un email de remerciement à un client, envoyer une mise à jour sur votre site internet pour mentionner que vous avez gagné ce nouveau client, etc., etc. Donc ça, c'est ce qu'on va faire après la transition dans chacune des étapes de ce champ pivot. Vous pouvez définir que les transitions peuvent être faites par certaines personnes et pas d'autres. Par exemple, un contrôle de la finance. Vous voulez pas que ça soit le représentant des ventes qui le fasse, mais vraiment la comptabilité ou un contrôle de solvabilité que vous pourriez aller vérifier sur société.com, Score 3 ou tout autre type d'application qui vous permet de voir la solvabilité. Donc, vous allez pouvoir définir qui a le droit de faire quoi. Comme dans beaucoup de cas dans CRM, il y a un vrai contrôle de ce que nous, chez Mobix, on appelle la matrice de droit. Et vous pourriez aussi appliquer des critères en fonction de l'enregistrement. Tout à l'heure, je vous mentionnais le cas de la TVA Intracom. Chez Mobix, par exemple, on va faire un contrôle du numéro de TVA Intracom si
pays égale différent de France. Si pays n'est pas France, alors faire un contrôle de TVA intracom parce que c'est la mention obligatoire. Si c'est un client français, on n'a pas besoin de la TVA intracom, donc on ne va pas passer par l'étape dans ce blueprint et la transition qui va nous amener à définir le numéro de TVA intracom. Alors ensuite, vous pouvez aller encore plus loin et vous pouvez définir, lors par exemple de cette étape-là, dans la transition prépare-offert, dans cette transition-là, vous pouvez dire ben, je veux rendre les notes obligatoires, je veux rendre les pièces jointes obligatoires, et après je veux mettre à jour des champs, je veux mettre des messages à l'attention des utilisateurs. D'ailleurs, on se sert beaucoup, vous pouvez vous le noter, c'est une bonne pratique, c'est un truc que je vous donne. Grâce à ces messages, vous pourriez faire un mode opératoire pour vos commerciaux. S'il y a beaucoup de commerciaux entrants, sortants, pour former vos commerciaux en disant à cette étape-là, on doit remplir le SIRET et on doit passer un appel téléphonique au client pour bien valider avec lui le démarrage du projet à telle date. Donc ça, c'est l'objet des messages. Des listes de contrôle qui sont des checklists, tout simplement, très pratiques, très utiles. Et ça, vous pouvez l'appliquer à tous les modules. Les modules principaux que vous allez travailler dans les blueprints, ça sera le module prospect, en anglais leads, le module compte sur la typologie du compte, mais aussi sur le module affaires ou opportunités pour ceux d'entre vous que je connais ici qui ont des CRM depuis plusieurs années. Donc, voilà ce qu'on peut faire pendant les transitions. Et après les transitions, comme j'ai mentionné, ben, vous pouvez envoyer un email, vous pouvez attribuer une tâche à n'importe qui dans l'organisation, vous pouvez mettre à jour des champs, déclencher des webhooks. Alors, webhook, c'est un call API qui va permettre de mettre à jour une application métier, par exemple, ou mettre à jour votre site Internet, ajouter des balises, etc., etc. Donc, tout ça, c'est ce que l'on fait après la transition. Et je le rappelle, on est dans préparation de l'offre. Donc, typiquement, après préparation de l'offre, vous allez mettre une date d'envoi, par exemple. Donc, vous allez mettre à jour un champ qui est la date d'échéance si vous êtes dans le module opportunité, qui est un des champs très importants pour ceux qui travaillent avec moi et qui le savent. Et au final, un blueprint va ressembler à ça. Votre blueprint va être une vraie suite. Et si vous vous souvenez du processus IKEA, et bien quelque part, on est dans une logique où on passe par un certain nombre d'étapes, avec parfois des bifurcations. Parfois, ça peut être, le prospect a été disqualifié ou a été perdu. Le prospect vous a dit qu'il travaillait pas, qu'il voulait pas travailler avec vous. Il est en attente. Donc là, il y a des bifurcations. C'est ce qu'on voit en bas, mais je vais pas passer trop de temps là-dessus parce que Morgane va vous le présenter dans la dernière demi-heure qui va se terminer dans pas très longtemps. Il y a eu quelques améliorations qui ont été faites dans le blueprint. On peut mettre des checklists. On peut choisir des sélections multiples. Alors ça, pour ça, il faut que vous demandiez à votre partenaire un early access pour faire appel à ces fonctions-là. On peut publier ou laisser le blueprint en brouillon et on peut avoir des rapports globaux qui permettent de bien comprendre ce qu'on fait avec les blueprints. On peut aussi forcer des mises à jour de champs, mais ça, on va le voir durant la démonstration. Ça, c'est vraiment nouveau. Jusqu'à présent, on était obligé sur les tentatives d'appel de faire 3 étapes. Tentative d'appel 1, 2, 3. Et pour les gens qui sont dans des marchés concurrentiels, quand il y avait 5 tentatives d'appel, et ben ça faisait des grands blueprints qui étaient compliqués à gérer. Et là, la vraie, de mon point de vue, moi qui suis expert en blueprint, cette capacité à faire tourner des boucles à l'intérieur d'une transition est une vraie évolution. Et d'ailleurs, pour les clients qui avaient ces logiques successives, on va retravailler le blueprint et je vais leur proposer qu'on retravaille le blueprint pour qu'on puisse faire des boucles à l'intérieur, c'est-à-dire envoyer un email 1, 2, 3 par exemple. Donc là, il y a une vraie évolution qui est très favorable d'un point de vue pragmatique dans la nouvelle version des blueprints. On peut rajouter des tags. Alors nous, on n'aime pas trop les tags. C'est pas un très bon outil. C'est pas une très bonne fonctionnalité à mettre en place. Les tags ou les balises, ce qu'on appelle les balises en français, parce que c'est pas statisticable. Et il peut y avoir aussi une logique où le blueprint il évolue. Alors attention, qui dit automatisation dit qu'il faut avoir une bonne maîtrise. Je vous conseille au démarrage de faire des blueprints simples
et pas avec des choses qui bougent ou à un moment vous vous en souvenez plus, vos équipes sont pas formées. Faites simple au démarrage, rassemblez les éléments principaux de vos blueprints. Et si par exemple vous êtes débutant en envoi automatique d'email, formez bien vos équipes à dire tu vas envoyer cet email manuellement et vous, au bout d'un certain temps, vous l'intégrez dans le blueprint parce que des fois il peut y avoir des shoots d'email, il peut y avoir des choses qui se passent et la machine s'emballe si vous n'avez pas une bonne maîtrise de la machine. Donc faites simple au démarrage, servez-vous de blueprint pour apprendre à modéliser. Et au fur et à mesure que vous gagnez, vous et votre équipe en maturité, ce que je vous invite à faire, c'est à rendre le blueprint de plus en plus automatique. Faire un blueprint tout automatique, c'est facile. Le maîtriser, c'est plus compliqué. Donc ici, on peut aussi travailler sur les inclusions et les exclusions de masse. Donc là, il faut avoir, c'est ce que j'appelle la ceinture bleue ou marron. Pour les gens d'entre vous qui ont répondu que vous utilisiez le blueprint, là, le but, c'est de vous éclairer sur les nouvelles fonctionnalités pour que vous puissiez vous dire, tiens, je vais aller regarder, ça peut m'intéresser. On ne peut pas rentrer dans le détail de suite maintenant, en particulier pour des gens qui ne connaissent pas le blueprint. On n'a pas pu le tester, ça, parce que c'est principalement ouvert aux USA. C'est très prometteur. C'est la possibilité de mettre des widgets à l'écran. On développe déjà des widgets qui sont des représentations graphiques pour certains de nos clients chez Mobix. Donc ça, c'est très prometteur. Aussi, c'est en early access, ça reste à venir. Les transitions parallèles sont très intéressantes. On va le voir un petit peu plus tard dans le cadre de la démonstration. Donc maintenant, ce que je vous propose, c'est de passer la main à Morgane. Il y avait d'autres slides, mais je pense que maintenant, c'est un bon moment pour passer à la démonstration, vraiment, d'un blueprint. N'hésitez pas à poser des questions. Il y a Léo qui est derrière la caméra là-bas qui va répondre aux questions. On mobilise toujours beaucoup de personnes sur ces webinaires parce que vous nous faites l'honneur de vous joindre à nous. Donc, les questions vont être répondues par Morgane. Je vois une question ici sur différence entre workflow et blueprint. On a prévu cette réponse-là. Donc, je laisse Morgane faire la démo et en parallèle, fait la démo. On viendra sur les questions. Je passe la main à Morgane. Il y a des questions qui reviennent souvent et on y répondra dans un second temps, le temps que j'ai pu les étudier. Tu peux me donner la main? Oui. Je passe la main. Donc, nous utilisons encore un bel outil de Zoo qui s'appelle Zoo Show. Pour les gens qui sont dans le monde du service, dans le monde de la technique, l'utilisation de webinars est très, très favorable à votre développement commercial. N'hésitez pas à utiliser Showtime de Zoo. Et si vous avez quelques doutes, vous pouvez nous consulter pour qu'on vous aide à le mettre en place. Je vais faire un zoom sur Morgane. Alors, donc là, je suis dans notre environnement de démonstration où on vous a préparé un blueprint sur le module prospect. Donc, je vais vous montrer une vue dans un premier temps globale du blueprint. Donc, pour aller modifier les blueprints, c'est dans les paramètres, dans gestion des processus, blueprint. Donc ici, voici le blueprint dont je parlais. Donc voilà, c'est un blueprint assez complet qui retrace tout le processus de qualification de lead jusqu'au moment où un potentiel est identifié et on va convertir ce prospect en contact et créer une affaire liée. Donc, je vais faire une petite démonstration du blueprint. Donc, je vais créer un prospect test. Donc voilà, mon prospect est arrivé dans ma CRM, il est au statut actuel de non qualifié. Donc, je vais chercher à qualifier ce prospect. Je fais avancer le blueprint. Donc, la qualification peut être faite par une autre personne. Donc, par exemple, là, j'ai décidé d'appeler le champ gestionnaire de prospect pour qu'une autre personne s'occupe de la qualification du prospect. J'enregistre. Donc, cette personne va faire la qualification du prospect.
pour qualifier le prospect, j'ai demandé de valider un certain nombre de champs. Donc, je vais mettre. Donc, ma recommandation d'un point de vue pragmatique au démarrage, ne mettez pas trop de champs. On sait combien il faut accompagner les commerciaux et combien parfois l'accompagnement au changement est important. Donc, si vous lancez votre premier blueprint, faites peu de champs au démarrage et rien ne vous empêche d'améliorer ces champs-là et de considérer que le blueprint, c'est quelque chose en perpétuelle évolution pour ne pas dégoûter vos commerciaux et surtout bien choisir de quelle information on a besoin à quel moment. N'allez pas demander le SIRET au démarrage, par exemple, sur un lead alors qu'il n'est pas qualifié. Ça, c'est un exemple qu'on a là. Dans la réalité, on demanderait des informations vraiment au bon moment. Et je laisse Morgane continuer la démonstration. Donc, de la même façon, on peut dire que sur la région, par exemple, Midi-Pyrénées, c'est une autre personne qui est en charge. Donc, j'affecte ce prospect à une autre personne. Hop, tentative de contact. On peut imposer de remplir des notes. Et également, par exemple, mettre une tâche de rappel. Donc ici, en étant tentative de contact, imaginons que je ne l'ai pas eu, je vais rappeler un autre jour. Hop, une semaine après. On peut choisir d'afficher un certain nombre de champs, donc l'objet, pas forcément la description, etc. J'ai réussi à rappeler ce prospect. Donc tentative. Donc là, on est bien sur une boucle. Hein, donc on va réessayer de rappeler le prospect. Pareil, je peux rajouter des notes. Hop. Donc j'ai réussi à prendre un rendez-vous. Je peux planifier un rendez-vous. On peut imaginer que, par exemple, c'est finalement un candidat à un poste plus qu'un prospect. Donc, c'est une option de sortie du blueprint. Et ça peut être également on peut le perdre à tout moment. Donc, par exemple, si je l'ai perdu, je peux mettre la raison de la perte et d'autres champs de... Donc, je ne vais pas aller jusqu'au bout. Je pense que ce qui est intéressant, c'est de vous montrer comment créer un blueprint, justement. Donc, on va aller créer un blueprint dans le module Affaires. Alors, pour créer un blueprint, donc on choisit notre module Affaires, la disposition standard, et on se base donc sur notre champ pivot, le statut de l'affaire. On peut définir des critères d'entrée, donc par exemple si c'est des affaires créées après une certaine date ou des affaires créées par une personne en particulier. Donc ça, c'est les champs, c'est les critères qui permettent de faire entrer un enregistrement ou pas dans le bloc. Un exemple ici, vous pourriez par exemple avoir deux gammes de produits. Une gamme de produits qui correspond à des produits sur étagère, si vous vendez du service, comme par exemple chez Mobix, on a des packs d'assistance. Et qui vont répondre à une modélisation business en termes de durée de vente, de nombre de réunions nécessaires qui n'ont rien à voir avec des projets à 100 jours. Et donc, vous pourriez avoir un blueprint adapté à une typologie de produit et un blueprint adapté à une autre typologie de produit. Vous pourriez avoir des processus différents en France que des processus différents à l'étranger. Alors, bien évidemment, je donne des exemples par rapport à ce que nous, on fait tous les jours dans le cadre de notre business, mais à vous de bien identifier vos processus. Et peut-être que tout à l'heure, quand je disais il faut prendre une page blanche pour faire votre blueprint, peut-être que si vous avez deux typologies de clients, par exemple les grands comptes et les petits comptes, vous aurez un critère de choix dans les blueprints qui seront grands comptes et petits comptes. Le petit compte jamais va vous émettre un bon de commande fournisseur avec un numéro obligatoire comme va le faire un Airbus. Donc, vous aurez un blueprint qui sera différent. C'est là l'objet d'être capable de définir des critères du blueprint en point d'entrée. On continue. Donc, on retrouve bien tous les statuts disponibles pour mon module Affaires, donc pour mes affaires. On va tout simplement les placer. Moi, c'est la partie que je préfère tellement elle est ludique et simple.
Donc il y a plusieurs philosophies pour placer les blueprints. Ce qui est bien quand un blueprint ressemble à un pipeline, c'est de lui donner une forme de pipeline. Moi, j'aime bien faire les sorties des transitions à droite d'un blueprint et les entrées à gauche. Et quand il y a des bifurcations, les faire sur la barre du dessous. Et c'est ce que va vous montrer maintenant. C'est l'étape d'après, c'est de faire une transition qui va sortir à droite de la boîte du blueprint et qui va rentrer sur la gauche du blueprint de l'étape suivante. Donc, très simplement, pour créer des transitions, c'est de cette façon, c'est un simple glisser-déposer. Donc, quand on modifie ça, ça se déplace très facilement. Donc, on va créer notre transition. Nous, on a pour coutume de l'appeler comme l'étape d'après. Comme ça, ça permet de s'y retrouver dans notre blueprint. C'est un 2 d'ailleurs. 2 offres envoyées. Étape 2, oui, offre envoyée. Je vais pas les icônes. Donc là, on retrouve l'option transition automatique, donc qui en fait permet de faire avancer les enregistrements dans le blueprint de façon automatique. Sans intervention manuelle au bout d'un certain temps. Donc, faire passer un enregistrement d'un état à un autre sans intervention manuelle. Parce que jusqu'à présent, pour faire avancer un enregistrement d'un état à un autre, le gestionnaire reçoit des SLA, ça s'appelle des accords de... SLA, c'est accord de Service Level Agreement, qui n'est pas un très bon terme. Ouais. C'est en gros une notification automatique pour vous informer que votre blueprint, l'étape de votre blueprint est en retard. Si par exemple, vous savez que dans votre modélisation du processus de vente, une fois l'offre envoyée, l'étape offre envoyée, ça doit se signer en 4 semaines et qu'après il y a un problème, soit le client vous a oublié, soit il a signé ailleurs, vous pourriez mettre 4 semaines pour qu'il y ait une notification ou 3 semaines pour qu'il y ait une notification automatique qui soit envoyée à différentes personnes de votre organisation. Le responsable de ce prospect, mais aussi au bout d'une 5e semaine, le directeur commercial pour qu'il soit informé que ce prospect est en souffrance. Voilà, donc c'est ici, c'est ici qu'on détermine la durée maximale qu'un enregistrement peut rester dans un même statut. Et donc, une fois ce temps passé, c'est à ce moment-là qu'on reçoit le SLA. Donc, revenons à la transition. Ici, c'est les propriétaires, on peut limiter cet accès, l'avancement du blueprint à un certain nombre de personnes. Donc, il vaut mieux mettre tout le monde si vous n'avez pas de... Oui, cette partie-là est assez pénible parce que par défaut, c'est lié à au propriétaire de l'enregistrement. Donc, sauf à ce que vous ayez, comme certains de nos clients, 30 ou 40 commerciaux avec une vraie logique de gestion de territoire, etc., etc. Au démarrage, on vous conseille de faire un groupe qui s'appelle par exemple avant-vente, commerciaux, directeur commercial et de définir le propriétaire de la transition par groupe parce que si vous mettez trop de contraintes au démarrage dans votre blueprint, il va y avoir des choses qui vont coincer, que vous ne verrez pas venir. Et quand vous serez en mode déploiement, le moins on a d'accro dans le déploiement et le plus confortable c'est pour le product owner chez vous, la personne qui déploie les blueprints. Donc, attention à cette partie-là. Beaucoup de nos clients nous appellent et disent « je comprends pas, j'ai voulu faire évoluer le blueprint » et ils se trompent sur ce sujet-là. C'est que eux, ils vont le faire en tant que propriétaire de l'enregistrement et quelqu'un d'autre de l'équipe va pas pouvoir passer à la transition d'après. Voilà, donc on va d'abord créer toutes les transitions et après on verra les champs à mettre. Alors, enregistrer. Donc, offre envoyée, elle peut être perdue.
Qu'est-ce que j'ai dit? Tu t'es trompé, je pense, dans le titre de attente. Tu peux le mettre vers perdu. Oui, j'ai déplacé. Oui. Donc, à la limite, tu peux changer son nom. Je vais la supprimer comme ça, ça sera plus simple. Ok, on reprend. Enregistrer. Donc, typiquement, ce que vous pourriez faire sur une transition de type perdu, selon votre cas, c'est d'envoyer un email à votre client en disant malheureusement, on a compris que vous ne souhaitiez pas travailler avec nous sur cette opération-là et proposer un autre produit ou une autre donc de l'upsell, c'est-à-dire un autre produit ou un produit différent ou proposer une prise de rendez-vous dans 3 mois pour faire le point. Selon vos cas, l'idée derrière, c'est que là, vous allez utiliser la transition de type perdu et après, vous allez utiliser une action après, type notification et envoi d'un email par rapport à ce qu'on disait en démarrage. Je vois nos clients ici, Maxime, qui travaille beaucoup sur les aspects desk. Tout desk aussi peut être géré sur une logique de blueprint pour les autres qui utilisent desk. Et là, les notifications par email quand on gère du ticket, c'est extrêmement important. Donc, on va vraiment bien gérer la relation de vie sur le champ pivot statut du ticket dans le cadre d'un blueprint. Si on l'applique à une logique de ticketing, c'est exactement le même principe. La présentation est un peu différente dans Desk, mais les grands éléments qui sont les champs pivots et les transitions que sont en train de vous mettre en œuvre en direct et en temps réel, live, Morgane, sont les mêmes. Ok. Donc, je voulais créer une autre transition en attente. Donc, voilà. Donc, on peut... Non, c'est pas ce que je vais faire. Bon, oublions ça. Donc, on va passer au... Il faut que tu la remplisses et que tu la supprimes. Donc là, ce que voulait faire Morgane, mais elle est un peu sous le feu des projecteurs, c'est pas facile de faire des blueprints qu'on fait en une demi-journée avec nos clients en l'espace de 10 minutes. C'est de dire qu'à partir d'un certain moment, il pourrait y avoir un SLA, voire une automatisation. Si vous maîtrisez bien votre processus de vente et Joue CRM vous permet complètement de faire ça, au bout d'un certain moment, vous avez des stats et vous savez pertinemment qu'un projet qui est en attente au bout de tant de jours, il est perdu. Donc, une des grandes bases que moi j'ai appris dans le commerce, dans les écoles de vente que j'ai faites, c'est à un moment, il faut savoir mettre des prospects en perdu. Parce que ça permet de se refocaliser sur ceux qu'on peut signer et pas avoir des tonnes de prospects. Donc là, vous pourriez dire au blueprint, au bout de tant de temps, parce que vous connaissez bien votre modèle d'affaires, me passer automatiquement le prospect en perdu ou envoyer un email au bout de tant de temps. Est-ce que vous êtes toujours en attente? Est-ce que votre projet est toujours d'actualité? Et après un certain temps, le passer en perdu. Alors pour ça, il faut que vous ayez du volume, il faut que vous ayez une bonne compréhension, mais l'outil vous permet de faire ce que vous rêvez plus en termes d'automatisation dans l'absolu. Et après attente, on pourrait complètement renvoyer le prospect en perdu. Voilà, donc ici, au niveau des transitions, c'est là qu'on définit en fait ce qu'on veut imposer au moment du passage d'un état à un autre. Donc ça peut être par exemple des notes, l'ajout d'une pièce jointe, donc l'ajout des balises comme on a vu. Ça peut être également la mise à jour d'un champ, un message en particulier, la création d'une tâche ici, ou d'une réunion. Une checklist, donc c'est ça, c'était l'amélioration qui a été récemment déployée. Donc, par exemple, ici, une fois qu'on a on a analysé notre besoin, on a envoyé notre offre, on peut décider de mettre une tâche de rappel pour suivre cette offre. Donc, ça sera ici, tâche. Et c'est ici qu'on rajoute les champs, par exemple, la date d'échéance de la tâche, une description, un gestionnaire. Voilà, on n'est pas obligé de tout choisir. Donc, ça, c'est bon.
On peut aussi imposer des actions après, donc le passage d'une transition. Donc, une notification par email, une tâche, une mise à jour de champ et d'autres choses. Donc, qu'est-ce que l'on peut faire? Qu'est-ce que je peux montrer maintenant? Je crois qu'on peut peut-être une offre envoyée. On peut peut-être passer sur quelques slides, hein, parce que je vois Jérôme qui pose une question à laquelle je viens de répondre en mode textuel, et sur la différence entre workflow et blueprint. Ouais. Peut-être tu peux montrer quelques slides et on complétera si notre réponse avait besoin d'être complétée. Je vais répondre aux 2 questions de Renaud maintenant. Je te redonne la main pour le passage des slides. Non, vas-y. Ah, ouais, c'est trop tard. Essaye de reprendre le contrôle. Je peux pas. Il faut que tu me le rendes. Ok. Alors, hop, parce que j'étais en train de répondre aux questions, donc je redonne le contrôle à Morgane. Les aléas du direct. Je le contrôle jusqu'à la fin. Alors, je vais partager le matériel. Donc, on en était à l'automatisation dans la CRM. Les blueprints peuvent nous permettre d'automatiser des actions dans la CRM. Toute règle d'automatisation fonctionne de cette façon. Si ces critères sont respectés, alors on va faire dans un deuxième temps un certain nombre de choses. Donc, on parle ici de règles de workflow. Donc, par exemple, si une transaction est conclue, j'envoie un mail de remerciement. On peut multiplier les critères. Donc, par exemple, une transaction est conclue à Paris pour un montant de plus de 10 000 euros. On peut faire un certain nombre de tâches, donc informer le département finance et management, assigner une tâche en automatique. Donc, les choses qui peuvent être, les actions qui peuvent être faites à partir de workflow, donc l'envoi d'email à des utilisateurs ou à des prospects, la création d'une tâche, donc ce que je vous ai montré dans le blueprint, la mise à jour d'un champ, les webhooks, alors c'est quelque chose pour les utilisateurs avancés. Ici, on a vu qu'on était avec des utilisateurs plutôt novices, donc on ne va pas s'étendre sur le sujet. Vous pouvez aussi appeler des fonctions personnalisées, donc développer sous Deluge, donc le langage de Zoho. Programmer des actions dans le temps. Donc, pour créer un workflow, il faut d'abord créer donc une règle. Donc, c'est ce qu'on a vu. Donc, le ZIS. Donc, c'est un certain nombre de critères. Ensuite, on définit un déclencheur. Je vais passer sur cette slide. Il y a différents types d'automatisation sur Zoho CRM, donc des règles d'attribution, donc attribuer en automatique des enregistrements aux utilisateurs, des règles de validation, ça s'appelle un processus d'approbation. C'est lancer des actions, par exemple, à chaque fois qu'un enregistrement est approuvé. Donc, il peut y avoir des approbateurs dans la CRM. Il y a des choses encore plus complexes comme les macros, automatiser des actions en un seul clic, donc je vous envoie d'emails, création de tâches, mise à jour de champ.
Et on a aussi les scoring, donc classer les prospects et contacts en fonction des interactions avec l'entreprise. Donc, des emails ouverts, cliqués, des informations de profil. Donc, si un profil, les champs d'un enregistrement sont bien remplis, augmenter le scoring de ce prospect. Et aussi des interactions avec des applications tiers comme Facebook ou Twitter. Donc, une petite citation. Les règles d'automatisation peuvent vous permettre d'accroître votre business. Alors, je te laisse reprendre la main. Oui, alors j'ai répondu à quelques questions. Pour ceux qui veulent poser des questions, parce que si je réponds dans le chat, c'est pas lié. S'il vous plaît, c'est une petite mention que j'ai fait à nos clients préférés qui se reconnaîtra. Mettez-les dans les questions, s'il vous plaît, sinon ça va être compliqué pour nous de suivre. Donc, je vais prendre chacune des questions auxquelles j'ai répondu. Donc, Jérôme nous demande, je ne saisis pas la différence avec automatisation workflow rules dans CRM que nous utilisons déjà. Déjà, vous pouvez avoir des workflows qui sont automatiques et qui ne sont pas dans des blueprints. Par exemple, en imaginant que vous checkiez la solvabilité d'un compte en étant connecté. Alors, je prends un exemple plutôt complexe, mais l'idée, c'est que il peut y avoir des workflows qui ne sont pas liés à l'évolution de votre champ pivot. Exemple, la vérification de la solvabilité. Si vous étiez connecté, on va dire, à société.com et que vous voulez récupérer, on va imaginer que vous récupériez les cabis de tous vos clients. C'est un exemple trivial. Pour autant, vous voulez le faire régulièrement. Et ça, c'est pas quand vous allez faire passer une étape de blueprint, c'est quelque chose que vous voulez faire toutes les 3 semaines. Donc là, on va avoir un workflow qui va s'appliquer. Après, si votre workflow il est lié à votre champ pivot et que c'est votre champ pivot qui fait évoluer un workflow, mais dans ce cas, on a tout intégré à ramener ce workflow dans le blueprint qui va vous donner un tableau de bord général et qui va vous permettre de faire tourner ce workflow en fonction de l'évolution de ce blueprint. Donc, le workflow seul peut être utilisé quand il n'est pas lié à une évolution de votre champ pivot. Et ce concept de champ pivot, j'espère que j'ai bien pu le traduire avec la logique des Kanban, est très importante. Donc, on peut le laisser dans les workflows et par exemple à l'édition ou sur une base, les workflows, si vous les traitez, vous connaissez bien comment ça marche, à l'édition ou sur une base de temps, toutes les semaines, par exemple, tous les lundis matins, vous pourriez aller vérifier une information ou vous pourriez mettre à jour une information. Par exemple, nous, on sait se connecter à LinkedIn et récupérer des informations. On pourrait faire ça tous les lundis matins sans pour autant qu'on touche le champ pivot. Donc voilà pour un premier élément de question sur la question de Jérôme. Faut-il toujours compléter tous les champs d'un blueprint? Alors là, intrinsèquement, je pense que la question mérite qu'on reprécise que dans le blueprint, en fait, vous allez choisir vous-même les champs que vous allez mettre. Donc, si la question elle est, j'ai 4 champs et est-ce qu'il faut que je les complète tous? La réponse est oui. Pourquoi? Parce que le but d'un blueprint, c'est de bien s'assurer que vous n'oubliez pas le papier et le crayon de papier quand vous rentrez dans Ikea. Donc, alors on peut pas vous forcer à le prendre là, en l'occurrence, donc c'est pas forcément un bon exemple. Mais si par exemple vous dites à ce stade-là, si je n'ai pas une adresse email, je ne progresse pas dans mon blueprint parce que sinon je vais envoyer mes sales les plus qualifiés sur quelque chose qui n'est pas complètement qualifié en termes de données. Donc effectivement, vous êtes obligé de remplir le blueprint. Les choses sont bien faites et on peut pas vous les démontrer là, mais ça va vous montrer une progression dans la tâche, dans la barre de votre blueprint qui va dire, là, il manque 25% d'informations, mais pour autant, cette information, si elle a été mise là à cette étape du blueprint, par exemple, l'identification du site Internet, vous dites, lors de la qualification d'un compte, je dois mettre le site Internet. Et si cette information elle est obligatoire, vous ne pourrez pas passer à l'autre étape, vous verrez dans votre barre de blueprint que ça sera partiellement terminé. Alors, on a certains cas de figure où il faut un peu triquer le système, il faut un peu être plus malin que le système. Et par exemple, nous, on travaille beaucoup sur les URL de LinkedIn. Par exemple, on n'arrive pas à trouver
le profil LinkedIn, ben, où il n'y en a pas. Et on le sait parce que cette typologie de clients-là ne travaille pas avec LinkedIn. Donc ici, on va mettre www.linkedinnon.com, quelque chose comme ça. Donc, pour vous permettre de passer à l'étape d'après, si vous considérez que oui, on ne l'a pas, mais c'est acceptable. Voilà pour la réponse à cette question-là. Pendant la transition en attente, on peut faire des relances automatiques par email et par tel, par exemple. Ben, bien sûr, Renaud, c'est un des grands avantages d'un blueprint, avec une réponse 100% positive sur les emails, puisque c'est un des exemples qu'on a donné tout à l'heure. Ça peut être des relances automatiques vers vos prospects, voire même vous pouvez mettre dans le blueprint une logique qu'on appelle de séquence, de dire je relance au bout d'une semaine, je relance au bout de 3 semaines ou 4 semaines, etc., etc. Donc oui, très positivement pour les emails. En ce qui concerne la relance téléphonique, ben c'est pas le blueprint qui va faire que vous prenez le téléphone. Ça, on n'a pas encore réussi à connecter Google Assistant pour relancer vos clients. Donc là, ce que vous voudriez faire, c'est faire une activité de type tâche qui dise relance téléphonique et vous l'attribuez à la bonne personne. Pour mémoire, les activités se divisent en 3 types de sous-activités. Les rendez-vous, les tâches et les appels téléphoniques. Et pour une raison que j'ignore, dans les blueprints, il n'y a pas la possibilité de déclencher une activité de type appel téléphonique, qui ne fait pas l'appel téléphonique, mais si vous avez une connexion avec la voix sur IP pour votre téléphonie, qui permettra d'appeler en un clic. Donc pour ça, on a développé, nous, en interne du code, à la demande de plusieurs de nos clients, qui est un petit code qui permet de faire face à ça. Pourquoi est-ce que c'est pas développé? Je le sais pas. Si vraiment c'est important pour vous de mettre une activité de type appel, n'hésitez pas à nous contacter. Renaud, on a plus d'une 50aine de fonctions sur étagère, dont celle-ci qui permet de faire face à cette demande-là. Comment, alors Renaud est très prolifique, hein, comment peut-être gérer un changement d'interlocuteur en cours de blueprint? C'est pas moi le décideur contacté. Alors, je suis pas sûr de bien comprendre la question, mais vous pouvez tout à fait dire, ben là, le lead a été qualifié, j'ai une personne qui ne fait que de la qualification de type Internet, et quand je passe en ready to be contacted, prêt à être appelé, je mets un représentant vente de premier niveau, et quand le deal a été qualifié, je mets le directeur commercial ou une autre personne de l'équipe. Donc oui, on peut complètement le gérer dans le blueprint. Et d'ailleurs, le blueprint sert à ça, c'est-à-dire à bien s'assurer que, en fonction des différentes étapes de votre champ pivot, ben vous allez améliorer les critères et les informations liées à l'enregistrement qui est travaillé. Je crois que c'était la 5e question. Je pense avoir répondu à toutes les questions. Est-ce que j'ai et pour la création d'un nouveau contact indiqué pendant une séance BP, alors j'ai pas très bien compris, Renaud. Et pour la création d'un nouveau contact indiqué pendant une séance BP, business plan, si vous pouvez, Renaud, préciser la question parce que je comprends pas les mots en fait. CB qui se présente pas, CB, est-il possible de recevoir la présentation pour la relire à tête reposée? La réponse est oui, il faudra nous communiquer votre email pour ça. Renaud nous précise BP Blueprint. Alors, je relis la question. Et pour la création d'un nouveau contact indiqué pendant une séance BP. Je comprends pas la question. N'hésitez pas, Renaud, à me contacter par tout moyen que vous pourrez. Je comprends pas la question. J'avais d'autres questions de Thibaut. Dans Command Center, on peut créer un process qui permet d'automatiser des tâches entre différents modules. Est-ce que cela vient se compléter avec au blueprint? Alors, effectivement, Thibaut, c'est une bonne question et je vois l'utilisateur avancé que vous êtes. Le Command Center est un super blueprint qui permet de gérer l'ensemble des processus de l'entreprise. Il va pouvoir faire communiquer va travailler un champ pivot à l'intérieur d'un module. Le Command Center va permettre d'enchaîner les processus. Exemple, vous avez un prospect qui dit « envoyez-moi un devis ». Ce devis, vous allez le créer si vous travaillez nativement dans les devis, vous allez créer le devis
via le Command Center et vous pourriez enchaîner le bon de commande et puis l'envoi de la facture ou d'autres éléments de modules logistiques, genre préparer un envoi sur un quai pour des gens qui font de la logistique. Je vois un certain nombre de nos clients qui travaillent sur Inventory ici. Donc, Command Center, ça nécessiterait probablement 2 ou 3 webinaires en tant que tel. C'est une logique de blueprint, mais intermodule dans un processus complet de l'entreprise. Ça demande déjà une bonne connaissance et compétence dans Blueprint pour bien le maîtriser parce que c'est un niveau de complexité au-dessus. Christophe, oui, on pourra avoir un accès pour le replay. Thibaut, c'est la même question. Je vois d'autres questions qui arrivent. Tac, tac, tac. Alors, merci pour votre présentation. Très pro, très instructive. Vous maîtrisez le sujet à merveille. Merci. Envoyez-nous le lien pour la revoir. Donc, je vois qu'on dépasse un petit peu le temps. Voyez-vous alors, effectivement, question de Cédric. Est-ce que vous prévoyez un webinaire pour introduire Zoo CRM pour les débutants? La réponse est oui. Et d'ailleurs, je vois que le temps passe. Je vous fais passer… on va tenir, on a un grand plan, donc tout le monde peut se noter. On va sortir un webinaire par mois jusqu'en septembre et après on va essayer de passer sur des logiques de 2 webinaires. Ces webinaires sont les vôtres. Ces webinaires seront faits en fonction de vos besoins. On a une équipe de 15 personnes pour adresser les applications et les sous-sujets des applications. Donc, je vois débutant CRM, donc le prochain webinaire qui va être montré par Morgane, qui a lieu donc tous les premiers lundis de chaque mois, et précisément sur comment bien réussir Zoo CRM. Cédric, notez aussi que sur Amazon ou sur notre shop en ligne, vous pouvez acheter un petit e-book que j'ai écrit, qui est comment bien réussir Zoo CRM en 7 jours, qui va vous aider, parce que là, effectivement, on est dans du très avancé, qui va vous aider à bien comprendre quelles sont les étapes pour mettre en place votre CRM. Après, n'hésitez pas à nous contacter, c'est notre métier que de vous accompagner pour que vous alliez plus vite. J'ai d'autres questions. Merci beaucoup pour tout. Merci Cédric. Best practice, des exemples de gains de productivité forts chez vos clients. Donc ça, c'est une question de Sébastien. Bonjour Sébastien. Les gains de productivité, c'est déjà une donnée de qualité. Ça, c'est un gain de productivité. C'est déjà éviter d'avoir à courir et taper sur les doigts des commerciaux, par exemple, si c'est leur responsabilité de rentrer les sirènes. Donc, vous le mettez dans le blueprint et vous n'aurez plus jamais ce combat à mener. Et vos commerciaux se consacrent à leur métier qui est de vendre. Et donc, en fait, vous allez utiliser l'outil pour gagner en productivité. Des exemples de gains de productivité, c'est l'envoi successif de 4 emails, parce que vous connaissez bien votre processus, et à un moment, ou de 4 signatures électroniques, parce qu'on peut aller jusqu'à la logique de signature de devis. Et à un moment, un dimanche matin, moi, il n'y a rien qui me fait plus plaisir qu'un patron qui, comme moi, travaille le dimanche matin à 7 heures du matin, parce qu'il se lève tôt, et signe un devis, parce que par le blueprint, il aura eu une relance du devis, ou par un email qu'il aura reçu, il se sera rappelé que il veut travailler avec nous, mais un patron, il a plein de choses à faire, et bam, c'est grâce à l'outil qu'on gagne en productivité. Donc oui, il y a des bonnes pratiques. Ça serait trop long d'en parler maintenant. Je vous invite peut-être à me recontacter, mais l'envoi automatique d'email, la conformité de la donnée sont des bonnes pratiques qui vont vous faire gagner en productivité. D'autres questions. Les liens pour s'inscrire au prochain webinaire sont là. Peut-être tu peux mettre un lien aussi, Morgane, pour Cédric sur notre petit e-book bien gérer son Zoo CRM en 7 jours. David, merci. N'hésitez pas à me rappeler pour un développement important. Une autre question. Ça fuse. Une autre question à laquelle j'ai pas répondu. Cédric, on va vous mettre le lien dans le chat. Comment bien réussir Zoo CRM en 7 jours? Bien préparer la donnée, ne pas se jeter sur l'outil, bien savoir qu'est-ce que je vends, à qui je vends, comment je le vends, parce que c'est ça aussi qui va vous permettre de construire vos blueprints. J'ai personnellement suivi une centaine de déploiements de CRM. 3 questions clés, Cédric.
qu'est-ce que je vends, à qui je le vends et comment je le vends. Et à partir de là, il y a tout qui déroule, vraiment tout. Et ben je crois qu'on va conclure là-dessus parce que nous aussi, on a d'autres éléments. Une ou deux dernières questions, si il devait en rester. Conformité de la CRM vis-à-vis du RGPD. Alors, ça, c'est un bon sujet de webinaire. Et figurez-vous qu'on peut gérer complètement les RGPD avec des blueprints, avec une logique d'enchaînement d'un statut pivot qui est le statut du prospect vis-à-vis de RGPD. Est-ce qu'il a exprimé un intérêt légitime? Est-ce qu'on a de la donnée à lui? Est-ce qu'on doit effacer la donnée? Donc ça, c'est une vraie logique. Donc j'entends la conformité de la CRM comme sujet de webinaire. Merci Damien. On est tout à fait en mesure d'aider sur ce sujet. Ça sent que Zoo, déjà intrinsèquement, apporte des outils dans la CRM pour gérer le RGPD. Mais on prend ça. Merci Christophe pour vos remerciements. Je crois que j'ai fait à peu près le tour. Création d'un nouveau contact, est-il besoin de recevoir? Je pense qu'on a fait le tour. 17h12, nous nous excusons de ce Bluetooth qui n'était pas le blueprint, qui ne nous a pas permis de démarrer exactement à l'heure. N'hésitez pas à suivre notre actualité, n'hésitez pas à venir sur notre site internet ou à nous contacter. Nous sommes ici pour vous aider, pour vous faire aller plus vite et pour faire de votre CRM une machine à vendre et pour vous faire gagner du temps. Merci, à bientôt, à très bientôt à tous. Au revoir. Au revoir.